Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. Ce modeste travail est dédié à Jacques Cassard qui a passé 12 ans de sa vie à étudier les relations au sein de la famille Claudel. Remerciements. Je remercie mon épouse Evelyne, qui a su me faire partager son admiration pour Camille Claudel et qui m'a accompagnée dans mon travail. Merci aussi à ma fille Frédérique, qui a eu la lourde tâche de m'aider dans la mise en forme de ce document. Je remercie également les personnes du Centre de documentation de l'hôpital de Montfavet, et tout particulièrement Madame Jocelyne Barbier pour l'aide importante qu'elles m'ont apportée, ainsi que Madame Reine-Marie Paris pour son attention bienveillante. Monsieur DX. Avertissement. Les lettres ou leurs extraits cités ont été reproduites le plus exactement possible avec leur ponctuation, soulignage, faute ou erreur. Souvent sans date, ces dernières ont été rétablies approximativement par déduction. Avant-propos. Depuis des siècles, des médecins s'étaient intéressés à certaines pathologies mentales présentées par des patients. Il s'agissait souvent de troubles liés à un traumatisme ou associés à un symptôme physique. Hallucinations, délire, troubles de la mémoire, démence. En revanche, toute personne, dont le comportement n'était plus toléré dans leur famille ou dans la société, était déclarée folle ou aliénée mentale. Ces personnes étaient enfermées, parfois enchaînées, dans des lieux clos appelés asiles, lieux de protection dans lesquels l'aliéné devait se sentir à l'abri, mais aussi lieux grâce auxquels la société se mettait à l'abri de l'aliéné. Michel Foucault, qui s'était intéressé aux mesures que la société avait développées face à tout ce qui était susceptible de la menacer, y compris l'oisiveté et le désordre, s'était montré très critique sur les réponses qu'elle y avait apportées, faisant de l'enfermement une création institutionnelle propre au XVIIe siècle. Ces réponses, qui se présentaient souvent sous la forme d'actions charitables, étaient en fait des structures semi-juridiques établies par la royauté entre la police et la justice, ne s'apparentant à aucune idée médicale et fonctionnant souvent aux limites de la loi. Au XVIIIe siècle, le mouvement post-révolutionnaire, dans un élan humanitaire, va s'intéresser à cette population d'aliénés. Pinel, dont la légende veut qu'il libéra de leur chaîne les aliénés de Bicêtre en 1794, vient d'être nommé, cette année-là, professeur de physique médicale et d'hygiène à l'École de santé de Paris. Il enseigne que les troubles mentaux sont liés à des atteintes viscérales, ces dernières étant elles-mêmes provoquées par les émotions et les passions. Il décrit 4 types de troubles mentaux, la manie, la mélancolie, l'idiotisme et la démence. Avec son élève Esquirol, il va développer un projet institutionnel centré sur la discipline, une organisation de la vie des patients et un regroupement de ces derniers par sexe et pathologie en isolant les malades les plus dangereux. Pinel et Esquirol deviendront ainsi les principaux artisans de la loi de 1838 sur les aliénés. Les termes d'aliénation mentale et de folie laisseront la place à celui de maladie mentale, ce qui marquera avec celui de psychiatrie, fondé en 1842, l'entrée officielle de la discipline dans le monde médical. Un savoir et un langage vont rapidement se développer dans ce nouveau domaine, créant non seulement une frontière entre le monde de la raison et celui de la folie, mais aussi entre la psychiatrie et les autres disciplines médicales. De plus, la psychiatrie aura le pouvoir de faire interner toute personne qui aura été jugée dangereuse pour elle-même ou pour autrui, pouvoir qui sera souvent l'objet de contestation. Ne jamais se laisser guider par ce que l'on croit savoir sur la folie afin d'exclure, au nom de la raison, un individu de son environnement social, ceci pour répondre à une société qui cherche à se protéger, résister aux pressions des familles, à l'instrumentalisation politique, devait pour la psychiatrie devenir une préoccupation constante. Cependant, certains internements donnèrent lieu à des accusations de séquestration. C'est ce qu'il advint de celui de Camille Claudel, en 1913, qui provoqua de vives réactions de la part de l'opinion publique, d'abord en 1913 à la suite d'une campagne de presse, puis en 1982 où on laissa entendre que la famille Claudel avait été en quelque sorte complice de cet internement que l'on n'hésita pas à qualifier d'abusif. C'est de l'histoire de cet internement dont il va être question ici. 1. L'internement à Villévrard. 10 mars 1913 au 7 septembre 1914. Camille Claudel,
remarquable femme statuaire qui fut l'élève puis la maîtresse d'Auguste Rodin, avait atteint vers 1902 à l'âge de 38 ans les sommets de son art. Mais ce sera en 1905 à la suite de nombreux déboires, qu'elle connaîtra le déclin. Sa dernière œuvre, La Niobide blessée, sera terminée en 1906. Elle ne produira plus rien par la suite et détruira systématiquement toutes ses œuvres nouvelles. Son comportement va peu à peu se dégrader au fil des années. Sa rupture avec Rodin, ses ennuis financiers et professionnels, les mauvaises relations avec sa famille, l'avaient fait passer d'un sentiment d'abandon à la conviction qu'on la persécutait. Sa santé s'était fortement détériorée, et son atelier offrait un état de désolation. Camille semblait terrorisée par on ne sait quel danger imminent. Elle tenait parfois des propos incohérents et vivait cloîtrée dans son appartement au rez-de-chaussée du 19 quai Bourbon, dans l'île Saint-Louis, volets fermés, se nourrissant fort mal et dans des conditions d'hygiène absolument déplorables. Si son état ne mettait pas en danger son voisinage, il était toutefois suffisamment grave pour qu'il nécessitât une assistance. L'internement à Villévrard. 1913. Paul Claudel, alors consul de France en Allemagne, s'était déjà inquiété de la santé mentale et physique de sa sœur et avait, en février, pris contact avec le directeur de l'asile de Villévrard en vue d'une hospitalisation. Il était en fonction, lorsque le samedi 1er mars 1913 il reçoit un télégramme urgent concernant l'état de santé de son père. Il se rend aussitôt à son chevet mais arrive trop tard, le dimanche matin, son père étant décédé depuis quelques heures. La famille réunie en hâte ne prévient pas Camille, et on décide précipitamment de son internement. Il faut préciser qu'il ne s'agissait là ni d'un placement d'office ni d'un internement abusif, mais d'un placement volontaire, tel qu'il est régi par la loi sur les aliénés du 30 juin 1838. Cette loi précise qu'il existe deux modes de placement. Le placement volontaire, qui se fait généralement à l'instigation d'un membre de la famille du malade, ou à la demande d'un tiers, et le placement d'office, qui est un placement administratif visant à la fois la sauvegarde du malade et la protection de la société. Ce placement est prévu pour toute personne dont l'état compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Seul le préfet a autorité pour prendre un arrêté de placement d'office. Pour tout placement volontaire, les documents suivants doivent être présentés à l'entrée. Une demande d'admission par la personne qui réclame le placement. Un certificat médical datant de moins de 15 jours, constatant l'état mental de la personne à placer. Enfin, après 2 semaines d'observation, un second certificat médical doit être établi par le médecin de l'établissement confirmant ou rectifiant le premier certificat. Paul va donc demander au docteur Michaud, qu'il connaît bien et qui est installé également au 19 quai Bourbon, de rédiger un certificat médical pour Camille. Ce dernier écrira: Je sous-signé, docteur en médecine de la faculté de Paris, certifie que mademoiselle Camille Claudel est atteinte de troubles intellectuels très sérieux, qu'elle porte des habits misérables, qu'elle est absolument sale, ne se lavant certainement jamais, qu'elle a vendu tous ses meubles, sauf un fauteuil et un lit, que cependant elle reçoit de sa famille, en plus du loyer de son appartement payé directement au propriétaire, une pension de 200 francs par mois qui serait amplement suffisante pour lui permettre de vivre confortablement, qu'elle passe sa vie complètement renfermée dans son logement et privée d'air, les volets étant hermétiquement fermés, que depuis plusieurs mois elle ne sort plus dans la journée, mais qu'elle fait de rares sorties au milieu de la nuit, que des apostrophes. Après ses lettres écrites tout récemment à son frère, d'après ses propos tenus à la concierge, elle a toujours la terreur de la bande à Rodin, que j'ai déjà constaté chez elle à plusieurs reprises depuis 7 à 8 ans, qu'elle se figure être persécutée, que son état déjà dangereux pour elle à cause du manque de soins et même parfois de nourriture est également dangereux pour ses voisins et qu'il serait nécessaire de l'interner dans une maison de santé. Paris le 7 mars 1913. Docteur Michaud. Quant à la demande d'admission à l'asile de Villévrard, elle sera rédigée le lendemain par la mère de Camille. Je sous-signais Louise-Cécile Athanaïs Cerveau veuve Claudel, demeurant à Villeneuve-sur-Fer, N, âgée de 73 ans, déclare en ma qualité de mère que mon intention est de placer dans l'asile de Villévrard et prie en conséquence monsieur le directeur du dit établissement d'y recevoir pour l'y faire traiter de l'aliénation mentale dont elle est atteinte, Claudel Camille, âgée de 48 ans demeurant à Paris 19 quai d'Anjou.
Fait à Paris, le 8 mars 1913. Louise Cerveau veuve Claudel. Mais le 8 mars, date de la demande de Madame Claudel, est un samedi aussi. La famille devra attendre le lundi pour permettre l'admission de Camille. C'est donc le lundi 10 mars 1913 que Camille Claudel, accompagnée par son frère bouleversé, est internée à Villévrard, en placement volontaire, en première classe, dossier numéro 11 S 3630. Elle a 48 ans, et son poids à l'entrée est de 74 kg. Elle a aussitôt un entretien avec le médecin-chef, le docteur Truel, qui prend note scrupuleusement de son discours délirant. Ainsi, concernant Rodin, elle dit qu'il l'empoisonnait avec du curare et de l'arsenic et qu'il soudoie les gens pour les mettre dans vos aliments. Qu'il avait commandé à mon boucher de mettre de l'arsenic dans ma viande, et pire encore, il coupe les petites filles en morceaux et les jette dans la Seine. Aussitôt le docteur Truel rédige le certificat d'admission. Je sous-signé médecin de l'asile de Villévrard certifie que la nommée Claudel Camille est atteinte de délire systématisé de persécution, basé principalement sur des interprétations et des fabulations, idées vaniteuses et de satisfaction. Elle est victime des attaques criminelles d'un sculpteur célèbre, qu'elle désigne, lequel s'est emparé des chefs-d'œuvre qu'elle a créés et a cherché à l'empoisonner comme il l'a fait d'ailleurs pour beaucoup d'autres personnes. Serait, dit-elle, depuis 1 an enfermée chez elle, ne sortant que très rarement et ne recevant personne. Docteur Truel. C'est par un de ses cousins, Charles Thierry, que Camille sera informée du décès de son père. À peine internée à Villévrard, le 10 mars, Camille lui écrit. Mon cher Charles. Tu m'apprends la mort de papa. Voilà la première nouvelle, on ne m'en a rien dit. Depuis quand est-ce arrivé? Tâche de savoir et de me donner quelques détails. Le pauvre papa ne m'a jamais vu tel que je suis. On lui a toujours fait croire que j'étais une créature odieuse, ingrate et méchante, c'était nécessaire pour que l'autre puisse tout gratter. Je m'étonne que papa soit mort, il devait vivre 100 ans. Il y a quelque chose là-dessous. Bien des amitiés à toi, et à Emma. Camille. Le 14 mars, Camille demande à Charles de venir la voir. Répondant aussitôt à sa demande, il arrive de Reims pour la rencontrer. Malheureusement, il sera reconduit le 17 mars car par crainte de scandale. La famille avait demandé entre-temps à ce que Camille soit isolée de toute relation avec l'extérieur à l'exception de sa mère, de son frère et de sa sœur. Louise Athénaïs pense qu'il est normal d'isoler sa fille car les visites peuvent l'agiter. D'ailleurs, elle écrit au directeur, quand elle était chez elle, elle ne recevait personne. Pourquoi maintenant ne pourrait-elle se passer de visite? Elle-même ne viendra d'ailleurs pas voir sa fille hospitalisée. Camille ne recevra dès lors ni visite ni courrier et les lettres qu'elle écrira seront saisies et détruites, comme le prévoit le règlement de l'époque, dans l'intérêt des malades ou celui des tiers. Le 21 mars, le docteur Ducoté remplira le certificat de quinzaine en confirmant le diagnostic du docteur Truel. Camille passe alors en 2e classe. Je sous-signé médecin de l'asile de Villévrard, certifie que la nommée Claudel Camille est atteinte de délire systématisé de persécution caractérisé par le certificat immédiat. À maintenir. Docteur Ducoté. À cette même date, Camille réussira cependant à faire passer une lettre à Charles. Elle est abattue, car je ne suis pas pour en sortir, on me tient et on veut pas me lâcher. Malgré son délire, Camille réussit à conserver son humour comme en témoigne cette lettre adressée à une amie, Henriette de Vertu, lettre qui bien entendu n'arrivera jamais à sa destinataire. Ma chère Henriette, vous avez sans doute déjà entendu parler de mes aventures funambulesques, et de ce qui s'en est suivi. Pour terminer, j'ai été enlevée par un cyclone moi et mon atelier, mais par un singulier effet de la tornade, mes plâtras ont filé directement dans la poche de Rodin et consorts, tandis que mon infortunée personne s'est trouvée transportée délicatement dans un enclos grillagé en compagnie de plusieurs aliénés. Enfin, le 16 avril 1913, un conseil de famille est désigné pour la gestion des biens de Camille Claudel. Le 30 juin, Camille passe au régime de 3e classe. Le 25 octobre, elle fait parvenir au docteur Truel un chiffrage de tout ce que son internement lui aura fait perdre, 1 560 000 francs, et explique que le sieur Rodin et toute sa bande vont faire une fortune immense à mes dépens et poursuit. Il n'y a pas que Rodin qui a pris mon atelier, il y en a d'autres aussi. Je vous les nommerais bien, si je voulais.
Si je ne suis pas sortie d'ici quelque temps, je vous les nommerai. Puis en décembre, elle tente d'expliquer au Dr Truel les causes de son internement avec toujours la même intention d'en nommer les responsables. Elle en profite pour mettre en garde le Dr Truel. Et quant à vous, Mr. le Dr Truel, je vous conseille de prendre garde. Ces messieurs Rodin et compagnie se sont servis de vous pour me séquestrer. Maintenant ils vont essayer de vous détruire, car ils voudraient mettre à votre place un autre docteur très méchant qui serait chargé de m'achever. Je vous conseille de vous méfier. L'internement de Camille fut néanmoins jugé abusif par certains de ses défenseurs. Ces derniers déclenchèrent une campagne de presse qui eut un grand retentissement. La campagne de presse 1913. Le 19 septembre 1913 paraît dans un journal local, L'Avenir de l'Aisne, un article faisant l'éloge de Camille, cet étonnant artiste que le destin a meurtri avec une incessante férocité et qui poursuit. Cependant, chose monstrueuse et à peine croyable, en plein travail, en pleine possession de son beau talent et de toutes ses facultés intellectuelles, des hommes sont venus chez elle, l'ont jetée brutalement dans une voiture malgré ses protestations indignées, et depuis ce jour cette grande artiste est enfermée dans une maison de fous. Le 8 décembre, dans le quotidien parisien Le Grand National, journal politique, économique et littéraire, Paul Vibert dénonce dans son éditorial la loi de 1838. La Bastille d'aujourd'hui, avec ses lettres de cachet connues sous le nom de la loi du 30 juin 1838, est infiniment plus meurtrière, plus criminelle et plus redoutable que l'ancienne, et l'on enferme ainsi par an en France par vengeance et surtout pour s'emparer de leur fortune, certainement 400 ou 500 personnes absolument saines de corps et d'esprit. Pour défendre son propos, il publie une communication signée à elle qui précise notamment... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.